gouvernement togolais réaffirme son engagement à protéger les populations contre le virus Ebola. Le Premier ministre a fait le point des mesures mises en place pour prévenir cette maladie. Toujours en matière de santé, une campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés s'annonce le 12 septembre. Éliminatoire Cannes 2015, les éperviers affrontent dans quelques heures le Sili national de Guinée au Maroc. Bonsoir, il faut accélérer la marche dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ce sont là les propos du Premier ministre ce matin au cours d'un point de presse. Artem Aoumezounou a dressé le bilan des mesures préventives mises en œuvre pour riposter contre une éventuelle intrusion du virus Ebola. La démarche vise une fois de plus à rassurer les populations. Pierre Sousoupo. Lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le chef du gouvernement revisite les mesures prises pour prévenir cette maladie qui ne cesse de causer des pertes en vies humaines dans la sous-région. Artem Aoumezounou et son équipe technique ont rappelé les dispositions de prépositionnement mises en place pour contrer l'épidémie. Bien qu'aucun cas n'ait été révélé jusqu'ici au Togo, le Premier ministre a tenu à rassurer davantage. C'est vrai que c'est une lutte qui est très difficile. Nous essayons aujourd'hui, dans le cadre de la communauté et des États de l'Afrique de l'Ouest de la CEDEAO, de réfléchir à une vision commune de cette lutte, de cette réponse et de cette prise en charge. Mais je pense qu'au niveau de chacun des États, il y a des particularités, des spécificités qui sont telles que les journalistes que vous êtes doivent comprendre les enjeux et nous aider à faire une bonne communication. Et parce que la communication n'est pas seulement en termes de prévention. Pour qu'il y ait aussi une bonne prise en charge, il faut que nos concitoyens soient informés de la démarche que chacun d'entre nous devrait avoir pour lutter contre cette maladie. Nous avons pris des mesures avec un dispositif que nous pourrons expliquer encore un peu plus, dont nous discuterons au fur et à mesure, mais il faut avoir à l'esprit que l'information consiste à alerter les gens, à maintenir la garde haute contre cette maladie, à travailler à ce que les Togolais prennent conscience des enjeux, mais à aider aussi les autorités à répondre rapidement s'il y avait des cas. Nous voulons aussi avoir des espèces de contrats avec les radios communautaires sur la manière de diffuser ces informations. Le professeur Sonier, le professeur Napoukora pourront vous le dire très concrètement, mais les chefs traditionnels ont été associés, y compris à Lomé et dans le Golfe. Ils ont été associés, ils ont participé à un certain nombre de réflexions, puisque nous avons reçu aussi les religieux pour discuter avec eux, parce que c'est des zones d'influence aussi où le message doit être véhiculé et bien véhiculé. Parce que là-bas aussi, il y a eu de fausses informations qui ont été données, qui ont failli créer plus de complications. Je pense que certains élayent un peu trop facilement des informations qui sont des rumeurs. C'est peut-être ça aussi, sur ça qu'il faut qu'on travaille. Ne pas relayer systématiquement des informations dont on n'a pas vérifié la réalité, surtout qu'on peut avoir accès à la confirmation ou la vérification d'un certain nombre d'informations à travers le 111 par exemple que nous avons mis en place, où il y a toujours quelqu'un, le docteur Tameklo et puis d'autres, son équipe sont là, peuvent le dire, et puis laisser aussi un peu au corps médical la vérification d'un certain nombre de faits avant de commencer à le diffuser. Parce que le danger, c'est l'aspect psychologique de ceux qui aussi sont concernés. Le travail de relais et de sensibilisation effectué jusque-là par la presse togolaise dans son ensemble a été salué par le chef du gouvernement qui a d'ailleurs invité les médias à rester mobilisés pour soutenir l'État togolais dans cette campagne d'information et de formation. La presse se sent alors plus engagée pour cette cause. Le rôle des médias est assez important et je crois que l'autorité l'a compris. C'est la maladie sévit. Il faudrait que les médias puissent se servir de relais au niveau des populations pour essayer de les sensibiliser et surtout sensibiliser sans causer la psychose, parce que c'est la psychose qui crée aujourd'hui, qui amène les gens à courir de gauche à droite. Donc amener que les médias essaient surtout de mettre l'accent sur les signes principaux de cette maladie et aussi amener nos papas, nos mamans qui sont dans les villages à arrêter de manger la viande de brousse, parce que la maladie peut aussi non seulement venir des frontières mais surtout des animaux de brousse. Nous continuerons par user de notre canal pour sensibiliser au maximum toute la population et nos fidèles, en dehors de nos fidèles, toute la chrétienté, afin que tous les auditeurs de Radio Maria soient avertis et soient sensibilisés au maximum. Le comité de gestion a d'ailleurs même promis une séance spéciale de formation des journalistes pour que le travail que nous avons commencé en tant que communicateurs, nous puissions le continuer pour le bien-être de la population.
Ils vont donc relayer davantage les informations à tous les niveaux et à toutes les couches. Autorités religieuses et tradithérapeutes auront également à jouer leur partition dans cette mobilisation générale. On parle de 3 groupes de signes annonceurs de la maladie. D'abord, fièvre brutale, maux de tête, fatigue, douleur musculaire et quelquefois l'angine. Deuxième groupe d'indices, la nausée, le vomissement et la diarrhée. Puis, la troisième catégorie de signaux, synonyme de la phase terminale de la maladie, est caractérisée par un saignement général du corps du malade. Des informations que tout un chacun doit maîtriser pour veiller au grain dans son entourage. Autre maladie qui, elle, est omniprésente en Afrique, le paludisme. L'une des méthodes préventives réputées efficaces est l'usage des moustiquaires imprégnés. Malgré les sensibilisations, les ménages l'utilisent peu. Le taux de possession en 2012 était de 78% contre 64% d'utilisation. Une nouvelle campagne de distribution de moustiquaires devrait commencer le 5 septembre, mais il y aura un léger retard. C'est plutôt le 12 que ces distributions vont démarrer. Rachel Aoukou. Du 12 au 16 septembre débute la deuxième phase de la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés. 3 962 640 moustiquaires seront mises à la disposition des populations, soit 85% des ménages seront pris en compte sur l'ensemble du territoire national. L'information a été portée à la connaissance de la presse au cours de cette rencontre qui a réuni les responsables du ministère de la Santé et les partenaires. Pour cette campagne, ce que nous souhaitons pour le pays, ce que nous souhaitons pour tout le monde, c'est que tout le monde aille retirer, toutes les personnes qui ont été dénombrées puissent aller retirer leurs moustiquaires et les utiliser. Initialement, la campagne était prévue pour démarrer le 5 septembre, mais elle est reportée d'une semaine. Donc cet aspect est important à noter pour les communautés bénéficiaires. C'est une campagne de distribution de moustiquaires qui vise à ce que la population dans sa globalité puisse bénéficier de moustiquaires dans la stratégie de lutte contre le paludisme dans notre pays. L'autre message qui est également important, c'est que ces moustiquaires constituent un don. Selon les besoins, une moustiquaire imprégnée sera donnée à 2 personnes dans les ménages. Les moustiquaires seront gratuites. Toute vente est punie conformément à la loi. La campagne de distribution de moustiquaires est financée par le Fonds mondial pour réduire l'impact du paludisme au Togo. De nouveaux agents de santé seront formés à l'École nationale des auxiliaires médicaux, mais l'entrée se fait par sélection. Plus de 7500 candidats se soumettent depuis ce jeudi aux épreuves de recrutement. Charlotte Moussime. 7538 concurrents pour 390 places. Ce matin déjà, ces candidats se soumettent à un contrôle de connaissances pour l'entrée à l'École nationale des auxiliaires médicaux. L'examen a lieu dans toutes les régions du Togo. Le directeur de cabinet de la primature et la délégation du personnel de la santé sont allés constater les conditions de travail des candidats. Ma descente, c'est dans le cadre de l'organisation du concours pour le recrutement des agents de la santé pour les écoles de formation, notamment les NAM. Cette descente a été autorisée par le Premier ministre qui m'a demandé de venir voir si les conditions sont bien réunies, si tout le monde est là et si le concours se passe dans le calme, la discipline et la sérénité, ce que j'ai découvert. Première épreuve, la composition française. Les candidats ont planché sur une pensée de l'écrivain Simone Veil. La destruction du passé est le plus grand crime. Un sujet de 3 heures qui reste déterminant pour la suite à donner à ce concours. La délégation officielle a profité de sa visite pour motiver les postulants. Nous avons reçu des instructions pour mettre l'accent sur l'excellence. Et donc, nous allons recruter sur la base du mérite. La demande est grande. Bon, les autorités sont en train de penser à la manière d'agrandir les infrastructures d'accueil pour que les Togolais qui s'intéressent à n'importe quel secteur puissent se former et servir valablement leur pays. Pour le compte de la région maritime seule, ils sont 3 929.
Après les épreuves de français, ces différents candidats testeront leurs connaissances en sciences physiques et en sciences de la vie et de la terre. S'ils réussissent à ce concours, les candidats pourront se spécialiser dans 7 différents domaines: infirmiers d'État, sages-femmes, kinésithérapeutes, assistants d'hygiène, auxiliaires en pharmacie, infirmiers auxiliaires et accoucheuses auxiliaires. Elle se rapproche au jour le jour et s'annonce comme une échéance importante pour les Togolais à la présidentielle de 2015. La CENI, l'organe chargé de préparer le scrutin, s'active. Elle vient de réceptionner 400 nouveaux kits, ce qui porte à 1675 le nombre total de kits à sa disposition. Ces appareils serviront à couvrir l'établissement des listes électorales. Lucas Ketinbouk pour reportage. Les 400 nouveaux kits, patrimoine de l'État togolais, sont ainsi consacrés au processus électoral en vue de la présidentielle de 2015. Réceptionnés hier par la Commission électorale nationale indépendante CENI, les nouveaux kits d'enregistrement biométrique serviront lors de l'opération de révision de la liste électorale. Il y a le plateau supérieur qui comporte le laptop qui va permettre d'enregistrer les identités de l'électeur. Vous avez la caméra qui va permettre de prendre l'image de l'électeur. Vous avez le scanner qui vous permet de prendre l'empreinte digitale de l'électeur. Vous avez l'imprimante qui permet de sortir les noms, prénoms, les images et l'empreinte digitale sur une carte que vous avez comme carte d'électeur. Pour que ce plateau supérieur marche, il faut de l'énergie, et dans le plateau supérieur, vous avez les batteries qui alimentent en énergie le plateau supérieur pour qu'à la fin du processus, on puisse avoir la carte d'électeur en bonne et due forme. La CENI se prépare à entamer l'une des phases importantes de l'élection présidentielle. Avec la réception de ce lot de matériel technique, la CENI dispose maintenant de 1675 kits pour mieux faire face aux besoins que nécessitent les différentes étapes des préparatifs de la présidentielle de 2015. Le centre de l'opération de révision, ce sont les kits. Les kits, le Togo est propriétaire de 1275 kits que nous sommes en train de faire reconditionner pour voir si ils sont opérationnels. Mais nous avons senti qu'il nous fallait encore un certain nombre de kits pour couvrir l'opération de révision telle que nous l'avons conçue. Je peux déjà vous dire que nous envisageons de faire cette opération de révision en 3 zones. Et pour ce faire, pour que nous puissions le faire vraiment dans les meilleures conditions possibles, nous avons demandé au gouvernement de nous mettre à disposition des kits supplémentaires. La date exacte du début du recensement en vue de la révision de la liste électorale n'est pas encore officiellement connue. La CENI poursuit donc les préparatifs avec, par exemple, la formation de 3000 opérateurs de saisie et de techniciens qui seront déployés sur le terrain. Outre les nouveaux kits, 1500 batteries et autres accessoires ont aussi été présentés aux professionnels des médias. Grand Lomé, naissance d'une métropole, c'est le thème d'une conférence publique organisée ce matin à l'initiative du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Après la mise en place de la cellule technique, du comité de pilotage et le recrutement d'un consultant, la phase d'élaboration du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du Grand Lomé est ainsi amorcée dans une approche participative. Et Soham Théotéo. L'approche participative utilisée dans l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du Grand Lomé permettra aux participants de comprendre ce qu'est le Grand Lomé, sa composition, son histoire, son statut et le besoin de métropolisation. Ils auront également à se prononcer sur un certain nombre de préoccupations énumérées à cette occasion par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Avant le lancement des études proprement dites, il était donc important pour nous de s'entendre avec tous les acteurs sur ce que revêt le Grand Lomé. Djaroulé dans le Zio ou Pogan dans les lacs sont-ils
dans le Grand Lomé. Ces localités et tant d'autres ne sont-elles pas prises dans le front de l'urbanisation venu de Lomé avec son lot de pratiques foncières désastreuses? Le Grand Lomé doit-il s'arrêter à l'espace géographique défini dans la stratégie de développement urbain adoptée en 2012? Votre conférence publique devra répondre, entre autres, à ces interrogations. Le thème de cette conférence publique, Grand Lomé, naissance d'une métropole, est illustrateur des défis et enjeux de développement auxquels fait face Lomé, la capitale. Une capitale marquée par l'explosion démographique, l'extension spatiale et par conséquent l'augmentation des besoins. Qu'en sera-t-il en 2030, s'interroge le directeur de l'agence d'exécution des travaux urbains, maître d'ouvrage délégué de ce projet. Monsieur Momboza Alaoui a invité les participants à s'approprier les notions et outils de planification qui leur sont proposés. L'identité spatiale, Grand Lomé ou réalité urbaine et la présentation du schéma directeur sont les trois communications prévues à cette rencontre. Le ministère auprès de la présidence de la République chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques et les acteurs impliqués dans le projet Vision Togo 2030 échangent sur l'état d'avancement des travaux concernant le sous-système démographie et développement humain durable. Les différentes contributions vont permettre d'améliorer cette composante du projet. Atibodi, Berissi, Clarisse, Aticlé. Le projet Vision Togo 2030 met l'être humain au centre du processus de développement à travers son sous-système démographie et développement humain. Pour tendre réellement vers l'émergence, tous les problèmes qui se posent à l'homme doivent trouver des approches de solutions. C'est pourquoi les questions relatives à la santé, l'éducation, l'urbanisme, l'habitat, la formation professionnelle et l'emploi des jeunes sont prioritaires dans le projet Vision Togo 2030. Le capital humain sera l'élément moteur de notre avancée commune. Et c'est pour cela que les réformes sont engagées en vue de faire de cette formation une formation à la hauteur des enjeux actuels, permettant à notre jeunesse de s'insérer harmonieusement dans l'environnement économique et social. La vision Togo 2030 mise sur une approche inclusive et participative de telle sorte que les 6 millions de Togolais y adhèrent. Ici, les premiers travaux du sous-système démographie et développement humain ont été présentés et font état des stratégies à adopter pour faire du Togo un pays émergent. L'humain est au cœur de la vision, nous ne cesserons jamais assez de le répéter. 60% de la population togolaise a moins de 25 ans et près de 40% de la population togolaise a moins de 15 ans. Ça veut dire que dans les années à venir, il va se poser un sérieux problème d'emploi des jeunes. Il se pose déjà, mais ce qui va se passer dans les années à venir sera sans précédent. Sans vision, il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien de sûr. Et donc c'est pour cela que nous devrions penser le Togo. Et c'est en cela que la vision d'un Togo 2030 est un processus participatif auquel nous invitons tous les Togolais pour faire en sorte que nous puissions poser les bases d'un Togo meilleur. Il est donc clair qu'il faut donner la possibilité à l'être humain de participer aux prises de décision. Il a également l'obligation de s'impliquer dans la résolution des différents problèmes qui freinent son développement et celui de son pays. Le développement humain, c'est surtout l'amélioration du bien-être de l'individu. L'activité taxi-moto s'exerce partout sur le territoire togolais. Mais le sous-secteur demeure dans une certaine précarité. Une mutuelle est créée au profit des émigrants grâce à l'accompagnement de la délégation à l'organisation du secteur informel. Kwasi Glé, Christine Petit-Kialoté. La mutuelle des conducteurs de taxi-moto Muktam Togo, officiellement lancée ce jour. Les textes qui vont régir la vie de la structure ont été adoptés et 3 organes, à savoir le conseil d'administration, le comité de crédit, de contrôle et de surveillance installés. C'est tout à fait une joie qui nous anime tous, conducteurs de taxi-moto sur toute l'étendue du territoire. C'est une opportunité qui nous est offerte parce qu'il y a des atouts, surtout concernant l'assurance.
Plus de 215 000 conducteurs, dont 58 000 pour la seule ville de Lomé, sont recensés selon le collectif des organisations syndicales des taxis-motos en 2011. Si le secteur est bien réorganisé, il pourra mieux contribuer à l'essor de l'économie nationale. À Lomé, nous avons des recettes de 8 à 15 000 francs lorsque tout va bien. Et je me dis que comparer une personne comme ça qui gagne une telle somme pendant 31 jours dans le mois, il n'a rien à envier à un fonctionnaire. À Cara, par exemple, le principe, c'est que 2000 francs par jour, c'est une garantie. La mesure qui vient d'être créée ne vient pas suppléer au syndicat qui existe déjà sur le terrain. Au niveau de l'impôt, nous payons par an. Bon, il arrive que d'autres demandent qui n'ont pas l'argent. Donc, on peut payer par semestre ou le trimestre. À ce rendez-vous de Lomé, les délégués ont présenté les doléances de la corporation. 60% des conducteurs n'ont pas de pièce nationale d'identité. Ils souhaitent avoir des aires de stationnement dans toutes les villes et une tenue de service. Le gouvernement, par l'intermédiaire de la délégation à l'organisation du secteur informel et du ministère des Transports, reste attentif. Le gouvernement est disposé à accompagner les conducteurs de taxi-moto communément appelés émigrants dans ce acte de citoyenneté exemplaire. Aujourd'hui, nous avons déjà commencé à discuter avec les autres institutions partenaires, comme le GTA, C2A, la Caisse nationale de sécurité sociale, la Direction générale de la documentation nationale, pour voir dans quelle mesure toutes les doléances qu'ils ont présentées peuvent être satisfaites, à savoir avoir des documents d'identité comme les naissances, les cartes d'identité, la nationalité, l'assurance maladie, l'assurance de la moto et aussi avoir un fonds de reconversion. L'équipe de pilotage qui a travaillé durant 9 mois pour aboutir à la création de cette mutuelle a reçu les félicitations de la directrice de la DOSI, Ingrid Awade, pour la qualité du travail abattu. Le logo de la mutuelle met en exergue la lettre C sous forme de casque. Il symbolise la nécessité du port de casque et la protection sociale. L'ambassade des États-Unis au Togo veut impliquer davantage les médias dans la lutte contre la corruption. Ceux-ci sont formés à cet effet à disposer des rudiments en matière de journalisme d'investigation. Esther Laclé. La contribution des médias à la lutte contre la corruption. Le thème est au cœur d'un colloque d'une journée à l'initiative de l'ambassade des États-Unis au Togo. Patrons de presse, journalistes, hommes et femmes des médias vont mener des réflexions sur les impacts de la corruption, la situation actuelle au Togo et la lutte à mener par un journalisme d'investigation. Enquêter sur le parcours de la corruption demande une bonne dose de courage et de sacrifice de soi. Mais garder le silence ou pratiquer l'autocensure permet à la corruption de s'étendre et de plomber le développement même des pays. Tous les journalistes devraient être encouragés à ne pas fermer les yeux sur des cas pouvant être l'objet d'une investigation. Lutter contre la corruption impose des actions conjuguées. Le gouvernement togolais, pour sa part, fait de la lutte contre la corruption une priorité, notamment à travers l'installation d'une commission anti-corruption, la réforme du système économique, administratif et judiciaire, la mise en place de l'OTR, Office togolais des recettes, et la réhabilitation de l'autorité nationale de régulation et de passation des marchés publics. Pour accompagner les efforts de l'État, tous les citoyens, chacun à son niveau, doivent collaborer en commençant par changer de mentalité et de comportement. De manière plus spécifique, les journalistes qui jouissent d'une grande liberté d'expression ont une partition importante à jouer dans ce combat. Pour ce faire, ils doivent eux-mêmes être crédibles et plus professionnels en bannissant la corruption dans l'exercice de leur métier, conformément à ce qui leur est enseigné dans la déontologie de ce métier. Car celui qui se laisse corrompre est aussi responsable que celui qui corrompt.
Il s'agit pour le gouvernement togolais et ses partenaires d'accompagner les journalistes vers plus de professionnalisme et assurer un cadre sécuritaire propice aux journalistes dans l'exercice de leur métier. Bientôt, un projet de loi portant liberté d'accès à l'information sera voté au Togo pour renforcer la protection des sources et le libre accès du journaliste à l'information. Je suis avec Claude Amand pour l'actualité sportive. Bonsoir Claude. Oui, bonsoir Amé. Alors les éperviers jouent demain à Casablanca contre le CELI national de Guinée. Oui, histoire de vous dire que les éperviers sont effectivement arrivés. On vient de confirmer l'information par la Fédération togolaise de football. Ils sont bien arrivés, déjà installés dans leurs hôtels. Donc je le disais, Tchanile Tchakala et ses poulains se sont donc envolés aujourd'hui pour Casablanca au Maroc, où ils devront affronter demain à 19h le CELI national de la Guinée pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2015. Un match délocalisé en raison de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui sévit malheureusement en Guinée. Les éperviers gonflés à bloc ont multiplié les séances d'entraînement avant le départ, comme l'a constaté Jean Edidi. C'est demain vendredi que les éperviers entament les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015. Ils seront face au CELI national de la Guinée-Conakry à Casablanca en terre marocaine. Une rencontre sur un terrain neutre à cause de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui sévit en Guinée. Conscients de la taille du défi, tous les 23 joueurs convoqués ont répondu à l'appel du nouveau sélectionneur Tchanile Tchakala. Ils ont multiplié les séances d'entraînement et se sont aguerris pour une double confrontation, car après Casablanca ce 5 septembre, ils recevront à Lomé les Black Stars du Ghana le 10 septembre, soit seulement 5 jours d'écart. Nous comptons nous-mêmes, ce qui est sûr, tous les aléas que nous maîtrisons notre équipe. J'ai confiance à tous mes joueurs qui sont rentrés. Et ce qui m'a beaucoup plu, ils sont arrivés déterminés. J'ai senti en eux cette détermination, il y avait de la joie. Leur mentalité, c'est dans les échéances. En dehors des habitués tels Adebayor Cheyi, Kossi Agassa, Améou Komlan, Alexis Romao et autres, on note dans le rang des éperviers le retour en sélection d'Emmanuel Mathias, un des acteurs de la qualification du Togo à la Coupe du Monde 2006, et du goal Cédric Vincent. Lui, c'est sa première sélection. Mathieu de Séville d'Olympiakos en Grèce, tant désiré par les mordus du football togolais, s'est enfin décidé à rejoindre le nid des éperviers. Je découvre un peu tout le monde. À niveau il y a beaucoup de joueurs que je connais pas non plus, donc c'est bien, ça permet de voir un peu sur le terrain, de se connaître un peu plus. Et c'est cool. En tout cas, je suis vraiment content d'être ici et de pouvoir vite faire des matchs avec la sélection. Durant toutes les séances d'entraînement, les éperviers du Togo ont reçu le soutien du gouvernement, comme ce fut le cas le mardi 2 septembre au stade municipal de Lomé, avec la présence effective d'Angèle Amouzou Djaké, la ministre des Sports et des Loisirs. Alors Claude, après ce match, qu'est-ce qui va arriver? Après ce match, le 10 septembre, les Togolais auront à découdre avec les Barça du Ghana sur le stade de Guinée. D'accord. La suite? La suite, hier au stade municipal de Lomé, Kotoko de la Vie a rejoint la division d'élite en battant Boulé Soudanejo à l'épreuve des tirs au but 5-4, temps réglementaire 0-0. Des précisions avec Jean Putba. Après plus de 20 ans d'absence dans les rangs de la division d'élite de football, les requins mâles des lacs, Bongolossou en jaune, croyaient cette fois-ci à leur chance, mais hélas. Ils ont été stoppés net par Kotoko de la Vie au tir au but. Kotoko a réussi 5 tirs contre 4 pour Bongolossou. Au terme des 90 minutes réglementaires, les deux formations n'ont pas pu se départager, 0 but partout. Kotoko de la Vie se qualifie ainsi pour la première division et envoie son président aux anges. Je suis plus que satisfait, parce que bon, bien sûr qu'on n'a pas produit un jeu convaincant, mais c'est la finalité qui est le plus important. La première tâche, ou bien le premier objectif, c'est de remonter en D1. Je pense que ça, c'est atteint. Et de faire de Kotoko un club d'avoir une nouvelle vision de Kotoko. Ce n'est pas seulement de rester en D1, ou bien de jouer les championnats, non, mais de faire un football moderne, organiser des championnats féminins dans le peloton. À la Fédération togolaise de football, Gabriel Ameyi rend grâce à Dieu pour avoir permis et protégé la compétition jusque-là. Nous venons donc de vivre une première phase
éliminatoire et je suis tellement fier. Un beau football, le fair play, ils ont réussi comme tu le dis, sportivement vraiment c'est bien pour nous. Kotoko de la Vie va retrouver Koroki, aussi qualifié pour la D1 en finale du championnat de D2. Une finale dont la date sera précisée ultérieurement. Voilà, merci Claude pour toutes ces informations. Souhaitons bonne chance et soin de cœur avec les éperviers pour qu'ils puissent gagner ce premier match. Au revoir. Merci. Alors, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la première session extraordinaire de l'année s'ouvrira le mardi 9 septembre 2014 à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. Et puis vous suivrez après ce journal la soirée des lauriers en direct de l'hôtel Ibis de Lomé. Des récompenses seront remises à la Miss Togo 2014. Avec plaisir, nous avons partagé ces informations avec vous. Merci de nous avoir suivis. Le gouvernement togolais réaffirme son engagement à protéger les populations contre le virus Ebola. Le Premier ministre a fait le point des mesures mises en place pour prévenir cette maladie. Toujours en matière de santé, une campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés s'annonce le 12 septembre. Éliminatoire Cannes 2015, les éperviers affrontent dans quelques heures le Sili national de Guinée au Maroc.